Je m'appelle Nafi Gueye. Je suis la fondatrice de l'association J'existe qui vous accueille aujourd'hui chez nous. Je suis aussi consultante en entrepreneuriat et en autonomisation des jeunes et des femmes. Je travaille depuis plus de presque 10 ans sur tout ce qui est question d'entrepreneuriat social au niveau du Sénégal et dans certains pays. Et là, je suis ravie de vous accueillir au sein de nos bureaux. Alors, je suis très, très honorée, disons émue aussi de cette distinction. Et je suis très reconnaissante à toutes ces personnes qui, depuis très longtemps, disons depuis des années, nous soutiennent dans nos combats. Et je suis partagée par beaucoup d'émotions, disons, qui va de la satisfaction d'une consécration qui est le résultat de beaucoup d'efforts qui ont été consentis ces dernières années, mais également la reconnaissance envers ces personnes qui reconnaissent notre travail au-delà de nos frontières. Malgré qu'on ne communique pas forcément beaucoup sur les réseaux, on n'est pas très constant sur les réseaux, mais les gens saisissent la valeur de ce que l'on fait. Et comme je disais en Guinée, lorsqu'on travaille dans le domaine social, c'est très difficile des fois que les gens reconnaissent un peu ce que vous faites comme effort. Donc quand ça arrive, on ne fait que s'en réjouir. Et je tiens aussi à travers ce canal féliciter toutes ces femmes avec qui j'étais en Guinée, qu'elles viennent du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, mais également de la Guinée. Et une mention spéciale à Gaël Babacar Mbaye, qui était avec moi, à Dior Birimon, qui était avec moi, à Khadija Fall, qui était avec moi, à Khadija Si, qui était avec moi également, à Sophie Gueye, qui était l'ambassadrice, et également à toutes ces personnes avec qui Balkissa Ahmad, qui a gagné le trophée de leadership féminin. Et vraiment, j'ai été ravie de partager ça avec elle. Alors, comme son nom l'indique, je pense que vous pouvez le voir derrière, j'ai mis un jeu en majuscule, c'est un jeu de mots, parce que li wolof di wax naan balaa nga naan naam ne fa, avant de dire j'existe, il faut pouvoir le prouver. Et on sait que beaucoup de personnes au Sénégal et en Afrique, dans le monde, vivent sans identité. Et au Sénégal, on parle de chiffres qui tournent autour de 4 millions, voire plus, de personnes qui respirent, qui bougent chez nous, qui sont mobiles, mais qui ne peuvent pas prouver leur identité. Et parce qu'ils n'ont juste pas été déclarés à l'état civil. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que lorsqu'on parle d'état civil, on ne parle pas forcément que de la déclaration de naissance. Il s'agit aussi de la déclaration du mariage et du décès, des choses que les gens, disons, n'ignorent pas, mais négligent et qui peuvent avoir des conséquences hyper importantes dans la vie d'un enfant, d'une personne. Et depuis 2018, on a essayé de voir 2019 autant pour moi, de quoi il s'agissait réellement au Sénégal, et on s'est rendu compte que énormément de problèmes existent dans ce domaine, allant de la non-déclaration des enfants aux erreurs commises au niveau des registres sur les noms, mais également au fait que beaucoup de personnes perdent leur numéro sur les registres donnés à quelqu'un d'autre ou qui n'ont jamais existé parce que les actes de naissance qu'on leur fournit ne sont pas des authentiques, et ils se retrouvent quelques années après avec ce problème. Et quand on a décidé de contribuer à la résolution de cette problématique, on s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas forcément d'initiative exclusivement dédiée à cette cause, et que l'autre aspect également, c'était qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont été, disons, créées, mais il n'y avait pas de suivi derrière. Donc, ce qui fait que tous les efforts étaient anéantis et il n'y avait pas forcément d'orientation de la population lorsqu'ils ont ce genre de problème. Ils ne savaient pas vers qui se tourner au-delà de la mairie, sachant que la mairie est administrative et que des fois, en termes de process et de respect des réglementations, ils sont limités dans le processus d'accompagnement ou d'assistance à ces personnes-là. Le déclic a été parce que moi j'étais dans un événement, parce que moi mon profil c'est que je suis spécialiste en entrepreneuriat, c'est ça mon travail. J'ai travaillé pour de grandes organisations comme la coopération allemande où j'étais la responsable de leur incubateur. J'ai travaillé pour Concret aussi, excusez-moi, c'est pas de la pub mais c'est aussi retracer le parcours. J'ai travaillé pour une autre organisation allemande. J'ai travaillé en tant que membre de Make Sense également au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et c'est effectivement en Côte d'Ivoire, lors de ma mission de volontariat de solidarité internationale, où j'ai découvert un film sur les enfants fantômes d'un Belge qui était en projection. Et j'étais choquée en tant que Sénégalaise. Je savais que le problème de l'état civil existait, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai eu le déclic, parce que dans le documentaire, on voyait des filles
et des jeunes qui disaient, moi je suis là, j'existe, mais je ne connais pas ma date de naissance. L'autre qui dit, je voulais être athlète, mais à cause de l'état civil, j'ai dû abandonner les études, je n'ai pas pu faire des compétitions. Là, j'ai 16 ans, je suis mère d'un enfant, et la seule chose que je sais, c'est que je suis née à telle date, mais c'est parce que mon oncle l'a écrit sur le mur de notre chambre, et sur le documentaire, on montre là où on a écrit sa date de naissance. Et moi, ça m'a touchée, mais à un point où c'est sur mon téléphone que j'ai commencé à écrire j'existe. Parce qu'elle disait tout le temps j'existe pas. Et à la sortie, je suis partie voir le producteur, je lui ai dit on se verra d'ici quelques temps et j'aurai une solution à cette problématique, au moins dans mon pays, en espérant que ça aille au-delà. Et c'est là où j'ai commencé la réflexion. Et une fois rentrée en 2019 de ma mission, j'ai investi moi-même mes propres moyens pour aller sur le terrain et j'ai été dans 8 régions au Sénégal où on voit que ce sont des régions qui sont sur la liste rouge des zones les plus touchées par le phénomène de la non-déclaration, où j'ai rencontré les magistrats, j'ai rencontré des juges, j'ai rencontré les acteurs communautaires comme les Badjanougor, les chefs de quartier, les chefs de village, les organisations sociales, associations qui ont eu des activités dans ce domaine pour comprendre afin d'avoir des recommandations. Et sur la base de ces recommandations-là, que j'ai pu créer un programme qui s'appelle Déclarer à temps. Et depuis lors, on fait pas mal d'activités dans le domaine. Alors, il y avait Kolda, je suis passée par Tambacounda, j'ai fait également Kafrine, Kaolack, j'ai été aussi à Matam, Podor, Saint-Louis, Louga, et également à Thiès. Voilà, Thiès parce qu'il y a la zone de Mbour, dont on ne parle pas forcément, qui est une station balnéaire avec beaucoup de touristes. Et souvent, il y a des enfants qui naissent hors mariage et que les papas abandonnent parce que ce sont des étrangers et souvent ne reconnaissent pas la paternité parce qu'il y a la question de l'héritage. Et il y a énormément de mères célibataires là-bas qui ne déclarent pas forcément, soit par honte, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et il faut savoir que beaucoup de femmes au Sénégal, et d'ailleurs je profite de cette occasion pour vous dire, mesdames, que vous avez la possibilité de déclarer vos enfants, même si le papa refuse la paternité. La loi vous donne la possibilité de déclarer votre enfant sans la reconnaissance de son père. Il suffira juste de lui donner son nom de famille en attendant que le père revienne à de mauvais sentiments. En le faisant, vous donner une identité à votre enfant, vous lui permettez aussi d'aller à l'école parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ils remarquent l'absence de leur père au moment de faire un examen parce que c'est là où les problèmes se soulèvent et en général, beaucoup d'enfants perdent confiance en eux, commencent à se renfermer sur eux-mêmes, commencent à se perdre parce que ça fait mal quand même d'être un être humain et de ne pas avoir un nom de famille. Donc les dames, s'il vous plaît, en ce 8 mars, je tiens à vous demander, lorsque vous donnez naissance à un enfant hors mariage, ce n'est pas de sa faute. Donnez-lui votre nom de famille et en espérant que son père revienne à de meilleurs sentiments. Au moins, vous lui donnez la possibilité d'être, au-delà de tout, pris en charge, qu'il appartienne à une communauté, mais surtout qu'il aille à l'école. Vous savez, tout ce qui est information, communication, logistique est centré sur Dakar, parce que c'est la capitale. Quand on sort un peu de Dakar, il y a Thiès un peu, mais lorsque vous voyez Thiès qui est à proximité, vous pouvez voir l'écart qui existe entre le développement de Dakar et de Thiès. Donc cela donne beaucoup d'informations sur les disparités. Aujourd'hui, moi je suis de Tambacounda. Tamba, personne ne veut y aller pour 2 raisons. C'est loin, il fait chaud. Donc il n'y a pas de logistique, il n'y a pas beaucoup d'informations comme par exemple dans les autres régions. Pareil pour Djurbel. Par exemple, Djurbel, avec l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba et tout ce qui est Coran, etc., les gens ont tendance à dire avant que les enfants n'avaient pas besoin d'aller à l'école. Donc la priorité restait les Dara, par exemple. Vous allez dans une zone comme Louga, Louga, il y a beaucoup d'émigrés. Et ces émigrés, ils viennent de temps à autre au Sénégal, mais c'est pour un laps de temps. Des fois, lorsqu'ils repartent, ils laissent leur femme enceinte, sauf qu'ils ne savent pas. Je tiens aussi à partager une autre information juridique qui va peut-être aider les parents. C'est que lorsque vous êtes avec votre femme et qu'en partant, vous voyagez, vous savez que d'ici à ce que votre femme accouche, vous ne serez pas là pour reconnaître l'enfant. Il y a 2 choses importantes. La première, c'est que apprenez à déclarer vos mariages. Parce que la loi reconnaît 2 sortes d'enfants, l'enfant naturel et l'enfant légitime. L'enfant légitime, c'est quelqu'un qui est né dans un lien de mariage au-delà de la mosquée, qui soit, en fait,
que le couple puisse avoir ce qu'on appelle le certificat de mariage. Et ça, c'est que la mairie qui peut vous le donner. Les gens le négligent. Du coup, lorsque votre enfant naît derrière vous en tant que père et que vous n'avez pas le certificat de mariage ou le livret de famille qui montre au niveau de la mairie que votre enfant est né dans un lien de mariage, je suis désolée, mais on va le considérer comme un enfant naturel. Il faut que ça soit clair. Donc, d'abord, pensez à déclarer vos mariages, parce que c'est ça qui donne la légitimité à votre enfant. La deuxième chose, si vous savez que à la naissance de votre enfant, vous ne serez pas là, écrivez, allez à la mairie, écrivez une reconnaissance de paternité pour dire, ma femme est enceinte, elle va accoucher à telle période, je reconnais que l'enfant qui va naître est le mien. Si vous faites ça, à la naissance de l'enfant, la maman pourra déclarer et donner à votre enfant son nom de famille, votre nom de famille, pour lui permettre d'être légitime. Donc, en gros, je pense que dans ces zones, c'est ça qui explique l'absence d'infrastructures, la distance, l'information qui n'arrive pas à ces populations, mais aussi la question de l'alphabétisation, parce que beaucoup de personnes ne sont pas instruites, n'ont pas été à l'école, et tout ce qui est information juridique relative à l'état civil est purement technique. Même les juristes, des fois, les apprentis juristes ou les intellectuels ont du mal à le comprendre. Alors, elles sont d'ordre divers, hein, parce que d'abord, la population. Je pense que maintenant, ça va mieux, parce qu'au début, lorsqu'on parlait de cette question d'état civil, la population, beaucoup d'entre elles, disons, disaient que nous, on exagère, qu'on était en train de créer des buzz inutiles. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages pas du tout cool, disons un peu méchants, qui disent ouais, avant de parler, il faut maîtriser ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est pas au Sénégal, à Dakar, il n'y a pas. Alors que c'est faux. Dakar fait partie d'ailleurs de la liste rouge à cause de Pikine Guédiawaye, parce que c'est la banlieue. La plupart des gens qui viennent des autres pays logent là-bas parce que le coût du loyer est moins cher. Donc, ils donnent naissance dans ces localités-là. Et du coup, vu qu'ils ne sont pas ici, ils sont des étrangers, des fois c'est très difficile pour eux de déclarer les enfants. Les enfants sont nés ici. On parle du droit de sang. Ici, on ne parle pas du droit de sol, mais du droit de sang. Donc, du coup, ces enfants sont avec nous, n'ont pas de nationalité, mais on les comptabilise parce qu'ils vivent chez nous. Au-delà de ça aussi, il y a le fait que, administrativement parlant, la question de l'état civil est très sensible. Parce que les questions qui sont, disons, traitées sont d'ordre personnel. Parce que le nom de la personne, sa filiation, sa localité de naissance, son père, sa mère, c'est personnel, c'est privé. Il n'y a que l'État qui est habilité à gérer les données personnelles de la population sénégalaise. Alors que nous, au début, lorsqu'on est venu, on pensait que la problématique tournait autour de la digitalisation. Et c'est réel. Donc nous, notre solution au début était d'offrir à l'État une solution de digitalisation. D'ailleurs, on a un système qu'on a créé nous-mêmes avec un système interconnecté qui permettrait à l'État de résoudre définitivement le problème de l'état civil sur la question de la digitalisation. Mais on peine, par exemple, à les voir, à leur exposer, parce que nous sommes au Sénégal, vous savez comment ça se passe. Quand vous n'êtes pas politique, c'est très difficile qu'on vous écoute. Vous allez voir les gens, ils vont vous dire oui, c'est une bonne chose, venez, donnez-nous ceci, cela. La dernière fois que je suis partie voir d'ailleurs les personnes concernées, ils m'ont demandé de leur partager mon plan stratégique. C'est même pas sérieux, je pense, et c'est pas honnête. Nous, on essaye, ce qu'on fait, c'est pour l'État. On n'a rien à y gagner et c'est pour notre population. Et vu qu'on avait des contraintes d'être connectés à l'institut public, à la direction à qui nous sommes affiliés, on s'est dit on va changer de stratégie. Du coup, le système existe, il est là. Si l'État en a besoin ou accepte de nous recevoir en tant que des personnes qui proposent des solutions, on leur donnera. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour nous, c'est pour l'État. Mais s'ils refusent aussi, on ne peut rien faire. À côté, ce qu'on peut faire qui puisse être impactant, c'est d'essayer d'être présent, en fait, d'être présent pour la population en faisant de la communication autour des procédures juridiques, en donnant le maximum d'informations. D'ailleurs, on a lancé un site qui s'appelle www.monidentité.org. Si vous avez le temps, allez voir www.monidentité.org. Vous avez toutes les informations juridiques relatives à l'état civil qu'on vous a mis pour vous informer. Lisez les procédures. Vous allez tout savoir sur l'état civil, comment vous pouvez déclarer, comment vous pouvez rectifier une erreur, comment vous pouvez déclarer une personne décédée, etc. Tout est sur ce site et c'est gratuit. Donc, on s'est dit, on va décentraliser
de sorte de mettre un système d'information sur différentes langues nationales aussi. On a fait des podcasts dans différentes langues nationales sur des thématiques, de sorte que la personne, peu importe sa langue, elle pourra comprendre c'est quoi les procédures, en espérant que cela aide. On a aussi fait une bande dessinée qui sortira bientôt, où on aura comme cible pas mal disons de localités, où l'idée c'est vraiment de décentraliser l'information afin que ça soit disponible pour tout le monde. Pour moi, il n'y a pas meilleur indicateur que celui que la population te donne. Aujourd'hui, on parle d'état civil, tout le monde dit j'existe. Les gens commencent à s'habituer à nous appeler lorsqu'ils ont des problèmes. À chaque fois qu'il y a un souci sur l'état civil, on voit quelqu'un qui nous identifie. Pour moi, ça, c'est énorme. Parce qu'au début, c'était difficile d'avoir ça. Aujourd'hui, on l'a. J'ai fait aussi une vidéo sur l'état civil. Ça a tourné dans les groupes de famille, dans les groupes WhatsApp professionnels. Il y a eu presque 3 millions de vues sur différentes plateformes. Et ça m'a étonnée. Or, c'était juste une petite... Bon, c'était une interview, mais ils ont coupé une partie sur l'acte de naissance, la différence entre le volet 1, l'acte de naissance et l'extrait de naissance. Et les gens ne savaient pas. Et du coup, ça leur a beaucoup aidé. Et des fois, je marche sur la route, les gens me disent, Nafi, est-ce que tu sais que c'est grâce à vous que quand j'ai déclaré mon enfant, j'ai insisté pour avoir mon volet 1. Et ça, pour moi, c'est énorme. C'est tout ce qu'on souhaitait avoir au niveau de la population. Et aujourd'hui, ils savent qu'on est là. Et tout ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir les accompagner dans la maîtrise des procédures. Mais oui, on sent nettement qu'il y a un changement parce que les gens commencent à prendre conscience avec tout ce qui est problème aussi des numéros qui sont donnés à des étrangers, etc. Les gens reviennent vers nous pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ça. Et pour nous, ça c'est très très important pour nous parce que voilà, ça nous montre que ce qu'on fait, même si ça prend du temps, commence à prendre et alhamdoulilah. Non, parce que franchement, bon, il y a un programme en cours de l'État sur la numérisation, mais je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà un début. Et nous, on pense qu'on est complémentaires à l'État, vu que lui, il s'occupe de la gestion des données personnelles et nous, on s'occupe de l'information de la population. Donc, on devrait pouvoir travailler ensemble. Mais comme je dis, on est dans un pays, lorsqu'on n'est pas affilié à un parti politique, c'est difficile en fait de faire bouger les lignes, même si c'est impactant pour les gens. Et on espère que d'ici quelques temps, ça va changer, parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a énormément de Sénégalais, Sénégalaises qui pensent des solutions pour la communauté, qui ont juste besoin qu'on les écoute et qu'on leur fasse confiance, et qui veulent rendre service à leur pays. Mais si l'État ne le facilite pas, c'est très compliqué. Je tiens à remercier toute mon équipe, c'est moi qu'on voit. Mais il y a tous ces jeunes-là qui sont des jeunes qui croient au projet. Il y a une qui est juste à côté, mais elle ne veut pas apparaître. Elle s'appelle Mariama Dalanda Diallo. Donc les gens de Kolda, il y a une de vos filles qui travaille sur la question de l'état civil avec nous. Et merci à toutes les autres, Oulimata, Seynabou, Amdi, tout le monde. Ousseynou qui est mon vice-président, etc. Je ne peux pas citer tout le monde, mais merci à tous ces jeunes qui me supportent. Parce que je peux être très compliqué, mais c'est tout ça, c'est dans l'optique vraiment d'être au service des autres. Et je pense qu'ils le comprennent très, 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 très bien. Je pense que l'engagement de la femme, elle est inné. Quand on voit son rôle dans la maison, depuis qu'on est bas âge d'ailleurs, on sait à quoi la femme sert. Parce que dès le bas âge, on commence à te dire, va balayer ici, va laver les bols, va faire le linge, etc. Qu'elle le veuille ou pas, en fait, elle est engagée. Parce que c'est elle qu'on voit dans notre société comme la maîtresse de maison, même si dans les rôles, on pense que le maître de maison, c'est l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut qu'on sache que la femme a toujours été au centre des activités de leadership. Parce que c'est la femme qui choisit, c'est la femme qui prend soin, c'est la femme qui s'occupe d'eux, c'est la femme, etc. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus, on voit plus de femmes, en fait, s'affirmer. Ce qui n'était pas d'habitude vu dans nos sociétés. Parce que la femme était reléguée tout le temps derrière et ça jouait sur sa confiance en elle. Elle pensait que tout son rôle se limitait dans le foyer. Et de plus en plus, on voit que les femmes, maintenant, s'assument, prennent plus de place et vont vers des choses qui leur tiennent à cœur. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré qu'une entreprise, par exemple, qui est gérée par une femme, a plus de chances de réussir qu'une entreprise gérée par un homme.
Ce n'est pas moi qui le dis, guys. Ce sont les statistiques. Et je pense que c'est positif. Il faut juste qu'on essaye, dans nos politiques, de permettre de faire la différenciation entre l'équité et la parité. Moi, je pense que la parité, on va me taper dessus, mais j'assume ce que je dis. La parité, pour moi, c'est une notion qui est bien, mais si on l'utilise mal, ça peut amener des tensions. Et nous, les femmes, on a besoin de soutien. On est complémentaires aux hommes. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'on se l'accepte parce qu'on est musulmane, parce qu'on est sénégalaise dans notre culture. La femme a les mêmes droits que les hommes, que la femme a le droit de s'exprimer, que la femme a le droit de prendre position, que la femme a le droit de choisir son moyen de réussite et qu'elle assume pleinement sa féminité et qu'on ne la limite pas aux femmes au foyer parce que ça n'a rien à voir. L'amour pousse à des actions qui sont naturelles. Et une femme qui aime, c'est prendre soin de sa famille, sans pour autant qu'on lui demande. Il ne faut juste pas qu'on prenne le pouvoir soi-disant qui est donné aux hommes et qui se justifie par Yalla Nena man may kilifa. Quand Dieu le disait, il parlait de la responsabilité, pas du pouvoir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a un pouvoir. Et on est humain, on est égaux devant Dieu et devant les hommes. Donc moi j'invite juste en ce 8 mars tous les hommes à savoir que les femmes n'essayent pas de se mettre devant ou de se mettre en position de combat avec vous. Elles vous demandent de les respecter, elles vous demandent de les considérer, elles vous demandent de les soutenir et elles vous demandent de comprendre qu'elles ont un cerveau comme vous et que si vous pouvez réussir, elles aussi. Et le temps que vous leur demandez de consacrer à la famille, si vous-même, responsable de famille, vous le consacrez à vos enfants, il y aura un équilibre. Parce que les enfants, c'est à deux qu'on le construit. Ce n'est pas une seule personne qui le construit. Donc bravo à toutes ces femmes qui sont dans les foyers, qui souffrent, mais qui continuent de se battre. J'en ai rencontré lorsque j'étais en Guinée avec une Sénégalaise. J'étais choquée, mais je la vois sur les réseaux. Tu sauras qui tu es. J'ai beaucoup plus de respect pour cette dame parce que jamais on n'aurait imaginé qu'elle a vécu tout ça. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, elle est une icône sur les réseaux. Donc il y a beaucoup de femmes comme ça et il ne faut pas qu'on considère que nous,